La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 15. Lilou. Ce matin, un croissant chaud à la main, je sors à peine du refuge des gourmands qu'un horreur m'interpelle. « Votre père désire vous voir immédiatement !» Partin, même pas le temps de déjeuner. Front dégarni avec une barbe et des cheveux courts poivre et sel, yeux à zèle profonds reflétant son vécu, ses années et ses combats, Vindicael porte un harnois d'apparat et un tabard au livret de notre guilde. La mer Soleil, naissante sur fond orange. Dos à nous, devant la fenêtre de son bureau qui donne sur la ville, il observe, un éternel cure-dent aux lèvres, la pâle lueur du jour émergente des lambeaux de nuages qui flottent haut dans le ciel, poussés par un vent d'est. Avec Arrakis et moi, 3 autres personnes sont présentes, dont une que je dévisage avec un air déconcerté, les sourcils relevés, la bouche entr'ouverte. Eridan. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? À ma grande surprise, il ne me trouble pas autant que lors de notre dernière rencontre. Son apparence, bien que digne d'un soldat aguerri, n'a rien de particulièrement intimidante. Engoncé dans une lourde armure de mailles et de plaques, il dégage une carrure imposante, mais son visage reste neutre, presque désarmant. Son ceinturon supporte le fourreau d'une épée bien entretenue. Je cherche une explication à ce calme inattendu. Aubin ? J'avais cru que sa présence avait suffi à me déstabiliser. Pourtant, ici je ne ressens rien. Pas la moindre pression, pas le moindre frisson d'avertissement. C'est comme si cet Eridan-là n'était pas le même homme. Ce constat m'intrigue, presque autant qu'il me rassure. J'essaie de me convaincre que la gêne éprouvée ce jour-là n'était qu'un effet passager, peut-être amplifié par le contexte. Mais cette hypothèse sonne étrangement creux dans mon esprit. Le soldat attend, les bras croisés. Sentant sans doute mon attention insistante sur lui, il me décoche un sourire que je fuis immédiatement, en m'empourprant. J'ai parlé trop vite. Je détourne les yeux, fixant mes bottes, comme si elles cachaient une réponse. Je m'efforce de rassembler mes pensées, mais elles s'égarent à chaque instant. Une voix féminine, douce et enjouée, s'élève soudain, tranchant le fil de mon embarras. Je relève la tête, vers la Séraphin, qui attend patiemment à côté du guerrier, et qui vient de lui répondre je ne sais quoi à l'une de ses questions. Ses cheveux argentés, tressés en une longue natte serrée par un bandeau sciant, captent les lueurs du matin et confèrent à son visage une aura presque céleste. Sa peau nacrée souligne la finesse de ses traits, tandis que ses prunelles d'un vert perçant semblent sonder les âmes. Drapée dans une tunique bleue aux couleurs des poussières d'étoiles, elle déploie ses ailes immaculées avec une grâce qui rend sa présence à la fois majestueuse et irréelle. Un instant, je me retrouve captivé. Eridan, effacé de mes pensées comme une ombre face à une lumière éclatante, intemporelle. « Tes hormones te travaillent ?» ricane ma sœur en me donnant une petite tape. « J'avoue qu'elle est sacrément kawaii, celle-là. » Je lui rends l'appareil d'une chic-note sur le crâne. « Chut ! Lui, par contre, reprend-elle avec un coup de menton. Je me demande ce qu'il fout là. » La dernière personne présente dans la pièce, assise solennellement sur le bureau de mon père, est Splinter, son félin sans lier. Les yeux plissés, il me salue d'un hochement de tête à peine perceptible. Robe rousse tabi mi-longue, striée de nuances sombres rappelant les écorces brûlées, Splinter arbore des pupilles dorées, acérées et fendues, qui semblent toujours prêtes à juger le monde. Ses oreilles dressées, ornées de pinceaux auriculaires à moitié rongés par les flammes, cicatrices d'une ancienne bataille, sont agrémentées de plusieurs anneaux métalliques. Splinter est un marguet rouge, un majestueux chat arboricole à la carrure imposante, environ 10 kilos pour une longueur d'1,50 m. Une cape, sobre mais élégante, maintenue par une broche à l'effigie de la mer Soleil, complète sa prestance naturelle et son égo de félin. En le regardant, un sourire discret m'échappe. Je remarque qu'il a un nouveau bracelet d'argent autour de sa patte, preuve de son insatiable penchant pour l'ornement. Décidément, rien ne semble pouvoir freiner les ambitions esthétiques de ce félin. Un raclement de gorge me tire de mes observations. Mon père s'est retourné. « Bien, je vous présente Okami, fille d'Orimi, clairesse des poussières d'étoiles. Sa guilde nous la détache pour la mission d'élimination que vous allez mener. » J'incline la tête respectueusement,
Elle me rend mon salut d'un magnifique sourire, dont la grâce et la beauté me font chavirer. J'ai l'impression que mon cœur remonte à mes lèvres et s'apprête à jaillir violemment de ma gorge. Elle sera votre guérisseuse, reprend le paladin. Que les ondes du soigne-monde nous gardent, dit-elle. Sa voix d'ambre est fluide et vaporeuse, avec les intonations des lointaines îles du confin. Ensuite, continue mon père, voici Splinter, mon camarade de toujours. Il vous accompagnera et veillera également sur vous. Il désigne d'un geste de la main le chat, qui nous salue à son tour. Lilou, Arrakis, c'est un plaisir de partir enfin en raid avec vous, miaule-t-il. Je lui réponds d'un hochement discret, le visage fendu d'un sourire. Je suis contente que Splinter, aussi appelé Rouge 13, participe à la mission, mais... Je jette un œil en coin à ma sœur et m'aperçois qu'elle accuse le coup sans sourciller. Sa grappe d'yeux se lève vers moi, et elle hausse les épaules. « Je le boufferai s'il me les brise, » dit-elle d'une voix nonchalante. Je secoue la tête en pouffant. « Quoi ?» grince-t-elle. « Ce greffier me déteste, et c'est réciproque. » Et pour finir, termine mon père, Eridan, fils de Liliane, un membre nouvellement promis dans nos rangs. Il sera votre guerrier. C'est un honneur pour moi, dit-il en s'inclinant respectueusement devant le maître de la guilde. Je grimace. Même sa voix semble appartenir à une autre personne. Aujourd'hui, elle est monocorde, grave, dénuée de toute chaleur. Chaque mot qu'il prononce tombe avec une lourdeur presque mécanique, bien loin de celle qu'il avait la veille. Hier encore, elle était douce, envoûtante, empreinte d'une musicalité presque hypnotique, qui paraissait s'accrocher à l'air lui-même. Cette transformation me déroute, comme si l'homme que j'avais rencontré avait été remplacé par une ombre, plus austère et insaisissable. L'hypothèse d'Arrakis qu'il m'avait finalement abordé sous aura remonte dans mes pensées. « Un noob pour nous accompagner ?» siffle Arrakis. « Tu pouvais pas trouver moins useless, Lundy ?» Le War ne semble pas impacté par la réaction plutôt vache de la Tarankas. Useless étant un terme militaire que l'on pourrait traduire par inutile, il a donc parfaitement compris l'insulte. Mais en plus de l'ignorer, un infime sourire de mépris se tend sur ses lèvres. « Il a fait ses preuves, » réplique mon père sans même regarder ma sœur. « Tu pourrais essayer de ne pas juger les gens au premier coup d'œil pour une fois. » Je fronce les sourcils, attendant presque avec horreur la réaction de la Tarankas. Mais cette dernière se contente de lui offrir un de ses rictus carnassiers, qui en dit long sur ce qu'elle pense vraiment de la situation. Cette mission débute sous de bien sombres auspices. Me voilà escorté par une mage d'une guilde rivale à la beauté renversante, un guerrier dont le charme trouble bien trop mon esprit, et deux aînés qui s'entendent comme chien et chat. Un mélange si explosif ne peut augurer rien de bon. Vous partez demain à l'aube, mais le briefing aura lieu ce soir, ici même. Profitez de l'après-midi pour faire connaissance, conclut mon père. Alors que mes yeux sont arrondis sous la surprise d'une telle précipitation, le maître des aurores nous dévisage patiemment. Puis, après avoir sondé nos regards, ou je ne sais quoi d'autre, il reprend. Vous pouvez disposer. Okami et Eridan obéissent, s'inclinant légèrement avant de quitter la pièce avec une aisance presque synchronisée. Je reste en retrait, observant leur départ. Lorsque le silence s'installe à nouveau, je prends une profonde inspiration et m'avance, laissant la porte se refermer doucement derrière eux. Ce n'est qu'une fois certaine d'être seul avec mon paternel que je m'autorise à combler la distance, mes pas prudents résonnant faiblement sur le sol. Fais-moi confiance, ma puce, commence-t-il avant que je n'ouvre la bouche. Même s'il ne le paraît pas, Eridan est un bon war. Il a de la bouteille. J'en suis sûr ? Alors que je lui réponds, pas franchement convaincu, je sens que le phénix perçoit mon trouble. Et Okami est sans doute la meilleure guérisseuse que je puisse t'offrir, continue-t-il d'un ton calme et rassurant. Je secoue la tête. Là encore, je remets pas en doute ton jugement, papa. Mais pourquoi effectuer cette mission si vite ? Pourquoi ne pas attendre le retour de nos vétérans ? Et surtout, pourquoi demander l'aide d'un heal d'une guilde rivale ? Neya, Hayabusa ou Ishfae ne sont-ils pas à la hauteur ? Si, ma puce. Mais j'ai appris de tristes nouvelles hier en allant voir le flambélant. La maîtresse des poussières d'étoiles était également présente, et elle a apporté elle aussi des rapports des plus inquiétants sur les activités au Fort Noir. Il semblerait que l'armée que vous avez observée ait doublé de volume. Une horde serait descendue des pics déchiquetés il y a 2 semaines environ. Des ogrirks auraient même été aperçus. Puis, la majeure partie de cette légion se serait mise en route, vraisemblablement vers la vallée du Part, si l'on en croit les éclaireurs Kirk capturés dans la région. Pour l'instant, le grand capitaine est encore au fort, mais il n'y demeurera pas éternellement.
Nous devons donc nous hâter et tirer parti de l'absence de ces troupes pour nous infiltrer rapidement et l'éliminer. Personne n'a oublié les invasions des sables, et personne ne souhaite qu'on se retrouve à nouveau enlisé dans une guerre avec ces monstres. Voilà pourquoi vous êtes peu nombreux, et surtout, pourquoi une poussière a rejoint le groupe. Le Flambellan a confié cette mission à nos 2 guildes. Pourquoi? Mon père soupire. Non d'agacement, mais de fatigue, il me semble. Marakov désire que ce soit les armées de Mascaria qui les arrêtent. Et il cherche ainsi à couper l'herbe sous le pied des Souniens. Je fronce les sourcils. La politique. Toujours la politique. Tu n'es pas sans savoir que les Suniens et les partisans ne s'entendent pas vraiment, et le Flambellan ne veut surtout pas qu'ils profitent de cette occasion pour asseoir leur influence sur les Goliaths de la vallée. Les hommes de la terre de Parthe doivent rester indépendants. Je retiens un soupir et réponds. Et donc il est prêt à envoyer une équipe au casse-pipe pour éviter cela. Le paladin serre les dents, puis hoche la tête avec lenteur. En effet, dis-toi que si j'avais vraiment eu le choix, je ne t'aurais pas désigné. Je n'ai pas peur d'y retourner, papa. Au contraire. Mais je me serais mieux senti seul. Tu sais que je n'aime pas travailler en groupe. Encore moins avec des inconnus, même s'ils ont l'air compétents, là n'est pas la question. Je suis une solitaire. Je n'aime pas les gens. Tout comme toi. Il sourit. Dommage que je t'ai légué mon côté asocial alors qu'aucune goutte de mon sang ne coule dans tes veines. Mais il faut faire avec, ma fille. Beaucoup de gens sont des abrutis, c'est vrai. Mais il y en a tout autant qui valent le coup d'être connus. Sa risette s'efface, et il reprend avec sérieux. Et dis-toi que j'ai négocié pour Eridan. À la base, le Flambellan voulait nous dépêcher le war d'un art de la guerre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la politique nous rattrape toujours dans ce fichu monde. Je remarque le trouble qui voile ses traits, mais il se compose immédiatement un masque d'indifférence. Ça va? J'ai peur pour toi, ma fille, dit-il d'un souffle. J'aurais aimé t'accompagner, mais je ne le peux, à mon grand regret. Marakov m'a ordonné de prendre la tête du bataillon de défense qui ira aux 3 ponts. Je dois diriger l'armée des poussières, des arts de la guerre, des rêveurs et des alchimistes, et les apprêter là-bas, pour bloquer la légion des Kirk. Plusieurs commandos de rôdeurs du conclave des ombres seront également dépêchés dans la sapine pour leur tendre des embuscades, s'ils venaient à passer par là. Le stratège des cieux, Chromite de Massuna, qui était en déplacement chez nous, nous a indiqué que sa guilde rejoindra le gros de nos forces dans la vallée, avec sans doute de nouveaux renforts. Il est parti ce matin, et a envoyé des aigles messagers. Même si Marakov ne veut pas que les Souniens gagnent la guerre à eux seuls, il sait qu'on a besoin d'eux. Je fronce les sourcils. La gravité de la situation me frappe de plein fouet, bien plus préoccupante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je serre les dents, la mâchoire tendue. Partin! Pourquoi n'ai-je pas cartonné la rondelle de ce grand Kirt quand j'en avais l'occasion? Une vague de frustration monte en moi, mais elle est rapidement noyée par une inquiétude sourde, qui s'installe peu à peu. Mon père s'approche lentement. Sa barbe, taillée court, est constellée de fils d'argent qui trahissent les années écoulées. Pourtant, ce n'est pas son âge qui me frappe, mais l'expression gravée dans ses prunelles mi-vert mi-noisette. Ce n'est pas seulement de l'angoisse que je lis dans son regard, mais une profondeur de doute et de peine que je ne l'ai que rarement vue. Ce simple échange silencieux suffit à me faire vaciller, et une sensation glaciale commence à se répandre dans mes entrailles, les nouant jusqu'à l'écœurement. Je n'ai pas oublié que Silix s'est levé seul hier, dit-il d'un ton lourd, presque résigné. Et tu sais aussi bien que moi qu'elle n'apporte jamais rien de bon. Je suis presque sûr qu'une guerre se prépare, et je suis loin d'être certain que nous soyons prêts pour cela. Sa voix, si terriblement désincarnée et froide, résonne dans l'air comme une lame glacée. Mon cœur s'emballe de plus belle. Une angoisse viscérale, insidieuse, s'infiltre en moi, comme si sa peur avait trouvé un chemin discret jusqu'à mon âme. Elle s'insinue, s'accroche, et serre ma poitrine dans une poigne gelée. Puis, contre toute attente, son visage se transforme. Ses traits marqués par l'inquiétude s'adoucissent, et un éclat chaleureux illumine ses iris. Il me regarde avec cette tendresse unique, celle d'un père dont le bonheur se concentre tout entier sur son enfant. Enfin, si, une fois, Silik m'a annoncé ton arrivée. Ce qui fut loin d'être un mauvais présage, ma puce. Ajoute-t-il avec un sourire radieux. Celui qu'il est le seul à savoir m'offrir. D'un coup, toute la peur se dissipe, comme une brume balayée par un vent chaud. Elle s'efface, et je peux de nouveau respirer. Je m'approche de lui, le cœur plus léger, et je l'enlace, cherchant dans cet acte simple un refuge contre mes propres doutes. Encyclopédie des savoirs anciens. Poussière d'étoiles.
Guilde d'aventuriers. Fondée en l'an 2004, la Guilde des Poussières d'Étoiles est le fruit de la séparation d'Illusion, une ancienne confrérie, en deux entités distinctes, Rédemption et Poussières d'Étoiles. La dissolution d'Illusion résulta de querelles internes profondes et incessantes, qui divisèrent irrémédiablement ses membres. Les deux compagnies, issues de cette scission, bien que créées à partir d'une même origine, continuèrent à entretenir des différends, avec une rivalité féroce, pendant des années. Chacune nourrissant des rancœurs à l'égard de l'autre, elles se retrouvèrent avec le temps dans une animosité qui ne s'est jamais totalement apaisée. Rédemption et Poussière d'Étoiles devinrent, en somme, des ennemis jurés, comme le sont le chien et le chat. Lors de la bataille de Masqueria, les Poussières d'Étoiles tentèrent de contrecarrer les actions de Rédemption. Cependant, la plupart des membres les plus aguerris de l'organisation étaient absents, en mission à ce moment-là, ce qui leur coûta une défaite cuisante. Leur échec déboucha sur de lourdes pertes humaines, commémorées aujourd'hui par le mur des mémoires, un monument de pierre noire gravé de noms, érigé devant leur quartier général. Après la déroute de Rédemption, marquée par la destruction des traîtres par Vindicael et ses compagnons, les Poussières d'Étoiles tentèrent de reconstruire leurs rangs, mais ils demeurèrent dans l'ombre des aurores éternelles, une nouvelle guilde créée à la suite de la bataille et vue comme les sauveurs de Masqueria. La majorité des fondateurs des aurores étaient d'anciens membres de Rédemption, ce qui raviva la rancœur de Tyran, le maître des poussières à l'époque. Son ressentiment envers Rédemption se transformant alors en une hostilité ouverte à l'égard des aurores. Ainsi, les Poussières d'Étoiles et les aurores éternelles se retrouvèrent à nouveau dans une lutte mutuelle, ne sachant plus vraiment d'où venait cette vieille animosité. La mésentente entre les deux structures se ressentait dans toute la cité de pierre, et de nombreux membres des deux camps évitaient toute interaction, se contentant de se jeter des injures à la figure. Ce climat de tension commença néanmoins à s'apaiser après le changement de gouvernance au sein des Poussières d'Étoiles en l'an 2014. Avec l'arrivée d'Anaria, fille d'Anarion, à la tête de la guilde, les rapports entre les deux anciennes rivales se transformèrent lentement. Les dirigeants des Aurores et des Poussières d'Étoiles, autrefois ennemis, engagèrent des discussions et établirent des partenariats. Au fil des années, cette collaboration progressive et mesurée a permis de créer de nouveaux liens et de surmonter les barrières d'antan. Aujourd'hui, bien que les cicatrices du passé demeurent, aurore éternelle et poussière d'étoiles parviennent à travailler de concert pour protéger Masqueria. Cette alliance fragile, née des cendres de rédemption, témoigne que même les plus vieilles rancœurs peuvent s'apaiser face à un adversaire commun. Par Sir Dariden, maître du savoir de Massilia.